Tout d'abord, un grand merci à l'IEMED qui a toujours abrité des rencontres de facture intellectuelle certaines et fort sympathiques et où j'ai toujours le plaisir de répondre à leurs invitations, même quand je suis très très prise. Alors je vous prie quand même, et Monsieur le Président de séance aussi, de m'accorder quand même votre patience et un peu plus de temps pour vous parler de deux expériences que je viens de vivre en tant qu'actante culturelle et qui ont complètement bouleversé ma vision de liberté d'expression. Et quand je parle ici de liberté d'expression, je parle de la mienne aussi, parce que les actants culturels doivent prendre le plaisir et le devoir de travailler en toute liberté, de leur propre expression aussi. Alors, le 5 octobre dernier, c'est-à-dire il y a plus de 2 mois à peu près, je suis directrice d'un espace qui s'appelle El Teatro à Tunis, qui est un espace complètement indépendant. Et le 5 octobre dernier, j'ai ouvert la 26e saison artistique d'El Teatro par une rencontre que j'ai nommée « Être noir dans la verte ». La verte, c'est la Tunisie. Quand les Banu Hillel venus chez nos frères égyptiens sont rentrés en Tunisie, ils ont trouvé un pays extrêmement vert, et c'est alors que pour la région arabe, la Tunisie, on l'appelle la verte, Tunis al-Khadra. Et donc, j'ai travaillé sur ce paradoxe qui s'appelle « Être noir dans la verte » et parler de la dignité bafouée de la minorité noire en Tunisie. Bien entendu, tous mes amis de la gauche démocratique m'ont reproché, me disant « ce n'est pas un sujet de la révolution tunisienne. Il faudrait travailler sur la révolution tunisienne. » Et moi, j'ai pris toute ma force pour leur dire non. Avant toute chose, je décide aussi. Deuxième chose, je vis avec une minorité noire. Troisième chose, ça fait 3 ans ou 4 ans que je rêve de monter cette rencontre que je n'ai pas pu faire durant le past régime. Et il n'y a aucunement une seule personne bafouée dans sa dignité me donne le droit de faire ce que je veux et d'en parler. La minorité noire en Tunisie représente entre 8 et 10% de la population totale. La minorité noire en Tunisie, juridiquement, est complètement égale en droit et en devoir comme toutes les citoyennes et les citoyens en Tunisie. Sauf qu'il y a des non-dits qui fâchent énormément et sur lesquels j'ai travaillé. Il y a des non-dits à mettre en avant, c'est-à-dire aujourd'hui jusqu'à nos jours, sur les extraits de naissance de la minorité noire, surtout à Djerba, le sud de la Tunisie, il est écrit le terme « atig ». Atig veut dire « libéré ». Nous savons tous que les Noirs, partout dans le monde, quand ils étaient des esclaves, n'avaient pas de nom de famille, mais appartenaient à la grande famille ou la tribu qui les possédait. En Tunisie, une fois libérés, ils ont acquis le nom des familles chez qui ils vivaient. Sauf que on ajoute à leur nom Atig. Mohamed Atig Ben Yedder, par exemple, pour dire que ce monsieur-là était l'esclave chez l'autre. Et donc, leur statut d'esclave les poursuivra toute leur vie. Et là, il y a eu donc des constats. Il y a eu des constats aussi terribles, à savoir qu'entre 30 et 35% de jeunes noirs en Tunisie abandonnent l'école par harcèlement raciste. Le harcèlement raciste, on le connaît tous, ou harcèlement toute chose. Ce qu'il y a, c'est que les enfants sont cruels. Nous avons été des enfants, nous avons des enfants. Les enfants sont cruels, ils n'aiment pas les gens différents. Quand ils sont des noirs, ils les harcèlent.
C'est pas ça le problème. Mais le problème, c'est que le cadre pédagogique, au lieu de faire à chaque fois des leçons, je ne dirais pas des droits de l'homme, la Déclaration universelle des droits de l'homme, mais enseigner et éduquer les enfants dont ils ont la charge à l'école, au lieu de leur dire non, c'est des enfants comme vous, etc., etc., ils se moquent aussi d'eux. Et moi, je pense que c'est une catastrophe que d'avoir un abandon encore en Tunisie de 30 à 40%. Il y a dernièrement eu un scandale, et tout ça, nous l'avons crié, véritablement crié, et je suis contente d'avoir fait un scandale en Tunisie. C'est qu'à la dernière rentrée scolaire, Amdou est une ville dans le sud de la Tunisie qui est exclusivement noire. Et à côté, donc, il y a le fief blanc, entre guillemets. Il y a eu un instituteur noir qui est venu le 15 septembre, il y a 3 mois. Et le lendemain, la classe était à moitié vide parce que les parents, quand ils se sont aperçus que l'instituteur était noir, ont retiré leurs enfants parce qu'ils ne voulaient pas que leurs enfants lèvent le doigt et disent « Sidi, mon maître est un noir ». Parce que dans notre cher Sud auquel j'appartiens, c'est le noir qui dit « Sidi » au blanc et non pas le contraire. Et ça a été l'horreur. En tout cas, ça a été une très très belle chose que j'ai faite, mais ce qui est magnifique, c'est que dans les rencontres et cette liberté que je m'octroie de plus en plus d'expression, et que j'offre aussi à mes partenaires, il y a eu de très très beaux projets qui s'en est suite aux ateliers que nous avons faits, en création, un projet en création d'emplois pour les femmes noires, à savoir, nous allons faire des baigneurs, ce qu'on appelle les baigneurs ou les poupées noires, avec des tissus noirs de la région du Sud, parce qu'il y a beaucoup, nous tissons beaucoup de noirs, nous avons un cheptel de brebis noires, etc., à travailler et à donner, parce que les associations ont préféré travailler sur les 3-6 ans. Donc faire des poupées noires pour que les enfants aussi, dans les jardins d'enfants à l'école, s'habituent au noir. Je veux dire, c'est quand même extraordinaire qu'après la Révolution 2012, on est en train encore de parler de ça. Créer aussi une journée, la journée nationale, de fête nationale en Tunisie. Et là, pour revenir à l'histoire dont on est fier, qu'il faut tout le temps rappeler, et j'ai rappelé à mes chers concitoyens, que la Tunisie a été le 2e pays au monde après la Grande-Bretagne et le premier pays arabo-africain musulman à abolir l'esclavagisme le 23 janvier 1846. Et cette date, il faut que tout le monde la connaisse, il faut qu'elle soit une fête nationale pour que les Tunisiens, justement, soient fiers de leur histoire et non pas l'histoire de l'Afghanistan ou de l'Arabie Saoudite ou autre. Ça, c'est, je veux dire, quand on travaille, il y a une telle générosité d'événements qui arrivent quand on est, et je maintiens, et je dis, la liberté d'expression, elle est partagée entre l'actant et le participant à la création, en tout cas dans notre monde. Ça, c'est la chose dont je voulais parler, et ça s'appelle Être noir dans la Tunisie. Et avec ça, donc, j'ai disons, participé à soit consolider des projets d'association de lutte ou bien pour la dignité de la minorité noire en Tunisie. Et pour la dame marocaine qui nous parle tout le temps de la culture berbère, je peux vous assurer aussi que dans cette rencontre, nous avons fait une rencontre avec toutes les associations qui travaillent sur les droits humains de toutes les minorités en Tunisie, dont la minorité berbère en Tunisie, et nous avons appris tous, même moi, qui a la prétention de connaître un tout petit peu la Tunisie, que dans le sud-sud de la Tunisie, on ne parle que berbère, amazigh, et que l'enfant qui part à 5 ans à l'école publique a beaucoup de mal à parler avec son institutrice parce qu'il ne comprend rien. Il vient d'une famille qui ne parle qu'amazigh, je ne le savais pas. Et une fois à l'école publique pour parler l'arabe, il a une année pour apprendre l'arabe tunisien dans les écoles. Mais
À chaque fois, grâce à cette révolution, nous apprenons des choses nouvelles sur lesquelles il faudrait se pencher. En tout cas, nous partons du principe que nous, les actantes et actants culturels, on n'est pas l'État. On est là pour voir un tout petit peu ce qui est caché, ce qui est non dit, etc. Je voudrais rapidement passer à la deuxième petite expérience que je trouve extraordinaire, et puis après, je vais taper sur la gauche tunisienne. Passe. Parce que, je voulais que tu passes. Je pensais que tu passais pendant que je parlais. Parce que là, c'est tout ce qui est adiad. Je voulais vous montrer quelques images, un peu de toutes, juste des images de tout ce qu'on avait fait. Ça, c'est Être noir dans la verte. Ça, c'est un très grand professeur, Salah Trabelsi, qui est chercheur à Lyon. Et à côté, c'est la fameuse Rajab Ben Slema qui écrase le monde entier avec ses valeurs, avec son joli sourire angélique. Adiad. Voilà, Sadia. C'est une association qui va naître. Ça, c'est une association qui s'appelle Adam, spécialisée, entre guillemets, dans la défense des droits de la minorité noire en Tunisie. Celui-là, c'est une association pour la défense de tous les droits des minorités non religieuses. Ça, c'est Sofiane David qui est à la tête d'une association pour servir les associations des droits humains à prospérer dans leur activité. Ah, Diaman. Ça, c'est un atelier de projet culturel. Ah, Diaman. Et voilà. Et là, c'est la pièce que nous... J'adore cette pièce, s'appelle Cherche Sadia désespérément, et ça parle du personnage Bou Sadia. Je ne sais pas si vous connaissez le personnage Bou Sadia. Nous l'avons en Tunisie, Algérie et au Maroc, en principe. Bou Sadia on dit que Bou Sadia est un roi malien dont on a enlevé la fille et qui est parti à la recherche de sa fille en dansant partout en Afrique et arrivé à l'Afrique du Nord. Et nous, on a inversé. Et c'est Sadia qui cherche son père. C'est bon. Excusez-moi, là, c'est quelque chose de très très important aussi. De par nos recherches, nous avons prouvé par A plus B, et tout le monde le sait, c'est que s'il y a ce racisme anti-noir, c'est parce qu'il y a une malformation ou déformation de l'histoire. Parce que en Tunisie, le Tunisie était un des points les plus forts de la vente des esclaves qu'on ramenait du monde entier, de la grande Méditerranée. Nous avons démontré dans cette pièce aussi théâtrale que les blanches et les blancs étaient vendus comme les noirs, hommes et femmes, et les enfants aussi. Et c'est une Italienne, une vraie de vraie, qui représente le personnage d'une Italienne sicilienne qui a été enlevée, vendue sur les souks de la Tunisie au harem du bey. Et le bey a été fortement amoureux d'elle. Il a épousé Mourad Bey et elle a donné son fils qui s'appelle Hamouda Bey. Le plus beau, pour moi, la plus belle chose que j'ai démontrée aux Tunisiens, c'est qu'à l'époque, déjà, quand on regarde un noir en Tunisie, on pense c'est un esclave. Non. L'Afrique était toute noire. C'est nous qui sommes les blancs, en plus par rapport à l'Afrique. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que les esclaves étaient noirs et blancs. La troisième chose, c'est que les esclaves blancs dans Annalina est devenue souveraine Beya en Tunisie, c'est-à-dire la reine, mais elle est restée chrétienne. On l'a jamais forcée. Ça, c'est la Tunisie aussi, du XVIIIe siècle, XIXe siècle. On l'a jamais forcée à devenir musulmane. Elle a donné son fils Ramzan Bey, qui est un très grand bey roi en Tunisie, qui a laissé de très belles choses, et qui, à la fin de sa vie, à sa mort, il lui a construit la belle église à Cartagena,
Bab Cartagena, qui est la rue qui donne sur le port de France pour celui qui connaît la Tunisie. Et tout ça était approuvé, et pour nous, c'est une façon de dire, voilà l'histoire de la Tunisie, voilà comment nous avons toujours vécu. C'est très très important de continuer à vivre selon nos propres cultures et us à nous, et pas de l'importation. Je passe à la seconde, merci Anor. La seconde, il faudrait dire qu'après la Révolution, et quand il y a eu ces rapports horribles, où il y a la fracture entre le littoral et les régions reculées, on a découvert toute la misère, mais véritablement misère. Le 26% était la différence de niveau de vie entre la Tunisie et l'intérieur. Et nous avions, dans la Révolution, dans cette belle chose qu'est la Révolution du 14 janvier, nous avons, nous, les actants culturels, pris un engagement d'honneur que l'on doit s'inscrire au moins 1 ou 2 travaux de création artistique dans les régions, les accompagner pour aller vers eux, etc., pour faire un va-et-vient, parce que nous leur apprenons, mais ils nous apprennent aussi plein de choses. Et dans cette optique-là, nous avons eu à El Teatro à monter un spectacle co-organisé avec l'UNESCO Rabat sur jeunesse et culture citoyenne pour préparation à la vie. Nous avons bien conçu, et je voudrais vraiment que vous me suiviez pour ça, nous avons bien réfléchi et nous avons installé la notion de Houma. Houma en tunisien veut dire le quartier. Le quartier qui est pour nous un espace de transition entre le fœtal et le public. Nous avons travaillé sur la Houma. Houma veut dire, là, quand tu sors de chez toi en étant enfant, tu as ce quartier-là où tu te développes, où tu acquiers aussi tes forces à tous les niveaux, où tu te fais battre, où tu bats, où tu vas au jardin d'enfants, à l'école, chez l'épicier, chez Am Mabrouk, chez la voisine, les premières amours, tout cet esprit-là. Il fallait travailler sur la Houma, parce qu'à partir de la Houma, tu peux aussi créer des outils de combat pour s'approprier une rue citoyenne. Et nous avons demandé à des jeunes de Gasserine et à des jeunes d'El Teatro Studio d'être dans l'écriture de ce projet. Gasserine est à peu près 220 kilomètres de Tunis, au centre-ouest, et Gasserine a donné 50 jeunes morts dans la Révolution. Et là, nous avons été complètement bouleversés par la maturité de ces jeunes, par leurs rêves entretenus, parce que Gasserine est une ville extrêmement laide. Elle est moche, elle est jeune, par la poussière de son usine de Halfa. Comment dire Halfa en français? Halfa. Cellulose, pardon, merci. C'est une ville extrêmement laide qui n'offre rien aux jeunes. Et pourtant, nous avons rencontré un groupe de jeunes de 27, avec qui nous travaillons depuis 3 mois, qui sont bouleversants de franc-parler, qui est propre aux gens du Sud, direct, et qui te disent un mal-être que nous n'avons jamais su. C'est-à-dire que les jeunes de Gasserine sont révoltés et veulent se débarrasser d'une gangrène qui s'appelle la drogue. Je n'ai jamais entendu... Est-ce que tu as entendu parler de la drogue de Gasserine, Mohamed? C'est la drogue. Pour eux, la Houma, c'est le rond-point de Gasserine, c'est la drogue. Et la drogue qui tue tous les jeunes de Gasserine. Et ils ont apporté leurs écrits de ce mal-être de leur Houma par des écrits de poésie, de théâtre, même de rap. Nous avons des rappeurs qui travaillent avec nous. Et là, dans tout ça, je voulais donner vraiment la chute de mon intervention parce que là, je suis rentrée en colère au dernier atelier à Gasserine et je trouvais encore une fois, je suis folle amoureuse, Edouard Saïd, liberté d'expression. Un dernier mot sur le mode d'intervention de l'intellectuel. Celui-ci ne déclame pas depuis le haut d'une montagne, il souhaite, cela va de soi, dire son mot là où il peut être le mieux entendu et représenter son message de manière à influer sur un processus en cours, a dit Edouard Saïd. Oui, mais le cher Edouard Saïd a écrit ça en 1993, j'y ai cru jusqu'à la Révolution, et là je lance mon cri de colère contre
les forces démocratiques de mon pays et dans le monde arabe de façon générale, qui sont restés extrêmement réactionnaires et conservateurs. Nous, les actants des espaces culturels et artistiques, nous appartenons, de par nos choix, disons, au moins au parti démocratique, pour ne pas dire gauche et extrême gauche démocratique. Nous avons, nous, développé une stratégie de communication culturelle qui va en proximité avec nos publics, nos populations cibles et autres. À notre retour, il y a une frigidité totale de la part des partis d'opposition dont nous sommes la société civile et dont nous portons aussi les mêmes buts et les mêmes idées. Je suis vraiment furieuse parce que je vais vous dire quelque chose. Personne ne s'intéresse à nos expériences. Nous avons beau lancer des SOS et dire les forces démocratiques en Tunisie sont totalement fermées. Est-ce parce que il y a eu cette fameuse phrase « l'art étant essentiellement bourgeois » qui sont restés totalement fermés à la bourgeoisie. Mais ce qui est certain, je peux vous assurer que ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, nous, la société civile des arts et de la culture, voilà, nous avons proposé ça à l'ANC, nous, les forces de la société civile des arts et de la culture, qui nous sommes, et nous sommes fiers d'être représentants de la gauche démocratique, nous sommes en totale rupture avec ces partis qui ne se déplacent pas, qui n'ont jamais remis en question leur politique de communication avec, écoutez, avec leurs votants. Ils ne cherchent pas du tout à évoluer et nous sommes maintenant presque en rupture et nous sommes vraiment dégoûtés, je le dis. Nous sommes pour le moment dégoûtés de les voir si prétentieux, travaillant encore avec des pratiques de communication propres aux partis d'opposition d'avant la révolution. Aujourd'hui, il y a la liberté d'expression pour les partis politiques aussi, sauf que ils les prennent sans être sur le terrain. Nous parlions de proximité hier virtuelle, Andrea. Nous avons décidé qu'à partir du 9 décembre, parce que le 9 décembre, on sera à Gasserine pour fêter la journée mondiale des droits de l'homme avec ce travail de Humti Nawarti. Nous avons décidé d'installer des conférences bimensuelles virtuelles entre Tunis et les jeunes de ce club, grand club de Kasserine, où vraiment je salue le directeur de la Maison John qui est extraordinaire. Des conférences virtuelles de proximité, moi je mets les deux ensemble. C'est-à-dire une Olfa Youssef, grande chercheure tunisienne, docteur en lettres arabes, docteur en théologie musulmane, qui fait sa prière, qui écrit, qui est très 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 actante, militante. Elle se doit de parler, elle, pas moi, des problèmes et des questionnements avec les jeunes sur place qui lui poseront toute forme de questions. Et ce sera des expériences comme ça. Et c'est nous qui décidons d'ouvrir et d'enlever de la bouche des islamistes ces jeunes. Je l'ai passé? Attends, je vais conclure une seconde, je vous prie. J'ai fait une conclusion. Excusez-moi, je reste... Non. Ah oui, la dernière chose, excusez-moi. La liberté d'expression a été totalement démolie. Liberté d'expression a été démolie par un témoignage d'un intervenant à la télévision tunisienne, où il y a un documentaire sur un quartier qui s'appelle Haye Hlel, mais totalement, extrêmement pauvre, au centre-ville de Tunis. Et le monsieur qui est parti en boucle, il a dit la liberté d'expression, c'est bon pour les riches et les intellectuels. Ça ne me fait pas, moi, bouffer, moi et ma famille. Moi, je n'ai même pas d'argent pour aller au hammam me laver. Alors, votre liberté d'expression. Et ça, je veux dire, c'est une déclaration qui a tourné dans la télévision, les articles, etc. Et personne ne comprend la misère humaine qu'il y a dans ce rejet, dans la liberté d'expression dont tout le monde est fier. Et donc, liberté d'expression, on peut l'avoir de différents côtés. Et là, je viens de vous donner la mienne avec beaucoup de colère et je suis désolée. Merci.